Et rebonjour à tous, bienvenue pour ce dernier débat de cette première journée, une journée qui manifestement a été riche en échanges, en discussions. Donc nous allons nous pencher sur la question des filières bio. Le bio, comment se réinventer, conquérir sans pervertir. Voilà comment nous avons intitulé ce débat. Après des années de développement, on se souvient quand même qu'on se félicitait d'une progression de la production, de la consommation à 2 chiffres. Et malgré une légère reprise, la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, au mieux stagne, voire même recule dans certains cas. Les Français semblent moins disposés à faire l'effort nécessaire pour verdir leur alimentation. Et le retour de l'inflation n'est pas fait pour simplifier les choses. Cette inflation aggrave les contraintes budgétaires. Comment la filière bio peut-elle, dans un premier temps, maintenir ses positions pour ensuite rebondir dans un contexte où les objectifs nationaux et européens sont toujours de développer l'agriculture biologique? On assiste à l'émergence de dynamiques où la filière cherche à se réinventer, tant sur les moyens de proposer de nouveaux espaces de vente, de mettre en avant des stratégies de commercialisation ou encore avoir une vision globale de la question bio et de sa nécessaire adaptation aux souhaits du consommateur. Alors pour évoquer tous ces sujets, nous avons un beau plateau. À ma gauche, j'ai Julien Saïté qui nous vient du Finistère, producteur de légumes bio en Bretagne, la ferme Ticos. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Bérangère Duchesne, directrice qualité chez Agricommerce. Bonjour. Qui viennent de plus près, plus local, voilà. Tout à fait à ma droite, Christian Solaire, président de l'interprofession bio en Occitanie. Christian, merci d'être fidèle à Medfel et à nous. Et Rémi Frissan, cofondateur d'Amandera. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Avant de vous donner la parole, Dany, notre compagnon du bio ici à Perpignan et à Interbio Occitanie, est-ce que tu peux nous faire un point à date sur la production et la consommation de fruits et légumes bio en France? Où en sommes-nous? Bonjour à tous. Bon, je vais donner quelques chiffres et des éléments de contexte. Je vais essayer d'être assez rapide pour passer après au débat. Juste déjà sur les terres agricoles, pas seulement en France, mais les cultivées en bio en Europe avec une augmentation de plus de 10%. On l'a vu en 2022. Les chiffres sont à confirmer, bien sûr, en 2023. La France reste leader en surface avec 2,9 millions d'hectares, suivi de l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Donc ça, c'est toute filière bio, pas que les Oui, fruits ça et c'est légumes. toute filière bio. Oui. Je passerai après aux filières Non, mais voilà. fruits et légumes de façon plus spécifique. 15 pays européens dépassent les 10% de culture en bio. L'Allemagne reste quand même le premier pays en nombre d'importateurs bio. Par rapport au marché, on a un repli quand même du chiffre d'affaires du commerce détail bio de 2,8% dans l'Union européenne. L'Allemagne reste leader avec plus de 15 milliards, suivi de la France autour des 12 milliards. On assiste aussi avec des parts de marché bio qui sont en hausse dans certains pays malgré tout, avec le Danemark, l'Autriche, la Suisse, l'Estonie, les Pays-Bas. Et concernant la France, on reste aux alentours des 6% en léger recul. Pour ce qui concerne le marché bio en France, des fruits et légumes par exemple, on est en léger repli en 2023 par rapport à 2022. Vous avez dû voir les chiffres avec une baisse d'environ 9% en volume et 7% en valeur. La consommation globale des fruits et légumes frais est également en recul de 3% en 2023 par rapport aux années précédentes. Oui, c'est important de rappeler que les fruits et légumes bio, la consommation baisse, mais la consommation aussi de fruits et légumes frais global est en recul. Est en recul également, ça c'est vrai. Maintenant plus sur le contexte, on l'a vu, un contexte inflationniste avec l'augmentation matières premières, carburant, électricité, donc répercussions sur les produits de première nécessité. On a vu des reculs de la consommation et provoquant une baisse en gamme des achats. Également des concurrences liées à différents labels et des marques, HVE, Zéro, les 100. Ça aussi, ça a une répercussion importante. Et puis des phénomènes climatiques qu'on a vus dernièrement. Les sécheresses récurrentes qu'on a vues dans le sud et encore présentes ici dans le département des Pyrénées-Orientales. Puis des tempêtes et les fortes précipitations qu'on a connues aussi, comme celles en Bretagne et nord de la France en novembre 2023, qui ont fortement perturbé le marché des fruits et légumes. Alors du coup, on se retrouve avec un dilemme chez le consommateur, avec les soucis de fin de mois et les soucis du fin du monde. Comment choisir ?
Comment et qui doit s'adapter en priorité? Ou est-ce que c'est un mix des deux? Le consommateur qui peut acheter justement sans faire attention à son panier, l'État qui via des aides d'urgence mais qui régleront pas en tout cas la solution finale à la structuration et à la stabilité des filières en bio, et la juste rémunération des producteurs avec le contrôle de l'application de la loi Egalim, un contrôle sérieux de son application, contrôle de la répartition également des marges, l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les GMS. On l'a vu avec des linéaires et des références bio qui sont beaucoup moindres par rapport aux années précédentes. Donc tout ça, ça fait partie de... Voilà, on se pose la question, qui doit réagir et dans quel ordre? Il faut bien sûr passer à une vitesse supérieure, parce que de nombreux agriculteurs bio ont fait d'énormes efforts à la fois importants d'investissement pour leur transition agricole, en réponse justement aux attentes sociétales. Alors les actions sont loin de satisfaire ou rétablir une situation pré-Covid, avec des campagnes, on voit, Floris, des campagnes de communication, également des aides d'urgence de l'État. On voit 90 millions d'euros qui sont mis en avant, annoncés par le ministère, mais bon, c'est à compléter car c'est bien sûr insuffisant. Au regard, par exemple, des 300 millions d'euros de pertes par an qui sont estimés par les organisations bio. C'est quoi 300 millions d'euros? Les 300 millions d'euros, c'est les pertes par an qu'a subi la filière bio. Fruits et légumes ou global? Global, Global, tout confondu. en France, oui. Oui. Un chiffre d'affaires global. Voilà. D'accord. Alors après, pour élargir un peu le tableau au niveau européen, voilà, on estime que voilà, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais on voit que dans d'autres pays, il y a effectivement des politiques beaucoup plus structurantes. On voit par exemple en Suède l'objectif de 60% de produits bio d'ici 2030. En Autriche, par exemple, si on parle de la loi Egalim, c'est 55% en restauration collective d'ici 2030. En Italie, un objectif de 50% dans les cantines et un plan de reverdissement de 2,5 milliards d'euros d'ici l'échéance 2027. L'Allemagne qui a aussi un objectif de 30% de terres et de consommation bio dans la RHD d'ici 2030. Donc on voit aussi qu'on n'est pas les seuls et loin de là, justement, à avoir une politique volontariste concernant le bio. Et finalement, on s'aperçoit que notre politique qu'on croit volontariste par rapport aux voisins européens, elle n'est pas tant que ça. Elle est en dessous. Elle est limitée, oui. Effectivement. Puisqu'en France, rappelons-le, c'est 20%. La loi en France, donc sur la loi Egalim, c'est 20% de produits bio, 50% en restauration collective. Et l'objectif de production, c'est 20% des surfaces? Et 20% des surfaces. D'ici 2030. D'accord. Oui, donc on est bien en deçà de ce qui se passe chez nos voisins. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est 25%, c'est ça? C'est 20-25%. Ouais. Ok. Bon, ben donc on le voit, le constat est ce qu'il est. Les belles heures du développement de la bio sont pour l'instant derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'elles ne reviendront pas. Alors, avant que chacun apporte un petit peu ces éléments, peut-être une première réaction à ce tableau fait par Dany. Christian Solaire, vous représentez la filière bio en Occitanie. Est-ce que tout ce que vient de dire Dany, vous le vivez, vous le constatez? Et quelle impression cela vous donne? Oui, évidemment, on le ressent, on le constate. Après, la filière bio a pendant des années une évolution en 2 chiffres. Elle n'a pas fait beaucoup, c'était une rente de situation, quoi. Les gens n'ont pas fait d'efforts de communication. La bio n'a pas fait assez d'efforts de communication. Elle n'a pas su, face à ses concurrents, se démarquer un petit peu plus. Son règlement est resté pareil. Voilà. Quand on est en bonne santé, il faut savoir prévenir l'avenir. Donc il faut anticiper. C'est vrai qu'il y a les crises, hein, actuellement, la peur, mais c'est pas tout. Rémi, ça y est, pardon. Julien Saïté, de votre bout de Bretagne, dans le Finistère, vous voyez la situation à peu près comme cela? Vous le sentez dans vos relations avec vos clients? Nous, on a connu 2 années un peu plus compliquées au niveau de la production. C'est sûr que les prix ont baissé ces dernières années. Ça s'est ressenti sur les résultats des entreprises. Maintenant, on a l'impression d'avoir une légère hausse ces derniers mois. On sent que le marché a quand même tendance à... Un petit bout de reprise. J'ai l'impression, ouais. Quand Dany dit que le linéaire dans les grandes surfaces, pour prendre cet exemple-là, est en recul...
à force que les médias parlent en permanence que le bio est trop cher, les gens ne vont plus vers le rayon bio, ça c'est une évidence. Quand ils ont le choix du bio, du conventionnel, ils vont plus autour. Alors nous on travaille avec des magasins qui font du bio, du conventionnel. Et on a remarqué une chose quand même, c'est que tous les magasins qui ont leur rayon bio excentré du rayon conventionnel sont en déperdition. Tandis qu'on a certains magasins qui mettent le bio collé au conventionnel et ceux-là continuent à avoir des croissances. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Bérangère Duchesne, de votre expérience, votre ressenti, avant de rentrer dans le détail de votre activité, votre ressenti Alors le ressenti, c'est que justement avec le déclin du bio, la grande distribution d'une manière générale a eu tendance à plutôt rationaliser l'offre qu'il y avait en magasin. Et je rejoins tout à fait le commentaire qui vise à dire que selon l'implantation en magasin, on peut avoir des différences en termes de résultats. Et les magasins spécialisés en bio? Alors nous, on est plutôt orienté grande distribution. Surface, Ouais. grande distribution. Qu'est-ce qui commercialise avec les enseignes spécialisées en bio? Oui, nous on travaille avec plusieurs chaînes de magasins, des petites et des grosses. Et ça a été en net recul ces dernières années, mais c'est pareil. On sent qu'il y a une légère reprise là. On est optimiste. Rémi, vous alors? Reprise par reprise, le constat est un peu négatif ou on sent que ça remonte? Alors moi, à mon niveau, je vous présenterai mon projet. Oui. Donc, on est au tout début du lancement de la production sur de l'amande, donc on est dans un contexte un petit peu à part. Mais ce que j'ai entendu dire, effectivement, c'est qu'au niveau de la DSB, donc des magasins spécialisés, on retrouvait finalement un petit peu de croissance, contrairement au marché GMS. Dany, tu veux ajouter quelque chose? Non, maintenant, du coup, c'est vrai que la thématique de la conférence, du coup, c'est comment se réinventer, parce qu'on voit qu'il faut aussi s'adapter. Et du coup, là, vous êtes autour de la table, il y a plusieurs démarches, du coup, qui veulent un peu se différencier. Est-ce que c'est une voie d'avenir? Je vais donner la parole à Rémi Frissan. Du coup, vous avez une conception, du coup, une nouvelle conception un petit peu de l'exploitation, comme qu'on pourrait l'entendre de façon générale, via peut-être une ferme citoyenne, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais ça serait de présenter votre projet et qu'est-ce qui fait que ça a un plus, en tout cas, au-delà de la bio, quoi. Est-ce que je peux Alors vous on demander a peut-être des le diapos, s'il vous diapo plaît. Allez-y, là, elle va arriver. Voilà. Déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Rémi Frissan, je suis un des fondateurs de la société Amandera. Amandera, ça s'est construit finalement suite à plusieurs constats. Je pense qu'on fait tous le même. Le premier, c'est qu'on a une difficulté aujourd'hui au niveau de notre monde agricole quant à sa capacité à renouveler ses générations. Je suis un de ces fils d'agriculteurs qui n'a pas repris directement les terres de ses parents. Peut-être et certainement par la peur de la dette, la peur d'être enfermé sur un seul et même territoire. Ce constat de la dette, je le fais, mais encore une fois, ça reste une des grosses problématiques aujourd'hui que rencontre le monde agricole français et qui limite aussi la capacité des gens à vouloir s'investir. Et enfin, il y a un autre constat qu'on a tous fait, qu'on fait tous au quotidien, et notamment dans notre département des Pyrénées-Orientales, c'est la problématique de ce changement climatique et également de l'ensemble finalement des méthodes, des itinéraires techniques qu'on a pu suivre depuis des dizaines d'années maintenant, qui ont apporté finalement une baisse des taux de matière organique dans nos sols, une perte totale des haies dans nos territoires. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est 20 000 km de haies qui sont arrachées chaque année en France. On pourrait parler des problématiques d'eau, quand vous avez des sols non couverts, quand vous arrachez les arbres, vous limitez l'évapotranspiration. Et puis on sait tous que la biodiversité aujourd'hui de nos territoires est malmenée également. Donc on est parti de ce constat pour créer cette société Amandera et qui effectivement a la caractéristique d'être une société citoyenne, mais on reviendra dessus peut-être sur la slide d'après. Donc notre objectif, nous c'est le premier objectif qu'on s'est fixé par rapport à toutes ces problématiques, c'est la restructuration des sols et des environnements par un financement alternatif, le développement de filières agricoles, qui est un outil qui fonctionne plutôt bien en France, et le développement de l'agriculture régénérative. Notre histoire agricole, elle a démarré dans le pays d'Aix, puisque je n'ai pas trouvé les terres en pays catalan.
et où on a créé un premier modèle autour de la culture de l'amande. Et on a travaillé essentiellement sur de l'amandier en culture, où on a travaillé essentiellement sur tout ce qui touche à la matière organique, avec un enherbement total, et également avec l'utilisation de litière forestière fermentée. Notre objectif, c'était de créer un premier modèle différenciant et de suivre bien évidemment son évolution dans le temps. Donc on a étudié à un temps zéro l'état du territoire, qu'on a fait, qu'on suit chaque année. Alors on ne suit pas tous les indicateurs chaque année, il y en a que ce n'est pas nécessaire, mais il y a un fait marquant aujourd'hui ou deux. Le premier qui est très marquant, c'est le nombre de vers de terre au mètre carré qu'on va retrouver sur nos parcelles, qui est passé à peu près de 10 à 300 vers de terre au mètre carré sur les bandes de là où il y a le rang, ce qui est assez incroyable, en 5 ans finalement. Et on a un autre chiffre intéressant, c'est un taux de matière organique, on a gagné 1 point en 5 ans. Habituellement, on est plutôt sur 1 point sur 10 ans. Donc c'est très intéressant lorsqu'on connaît des épisodes de pluie comme on connaît aujourd'hui. C'est hyper intéressant à ce niveau-là. C'est également intéressant quand on a des excès de pluie, comme c'est le cas dans le sud-ouest où on est également installé, et où en fait là on a vu les vergers qui étaient capables de mieux absorber, de mieux infiltrer finalement cette eau et de limiter les asphyxies racinales. Donc là on parle réellement de la résilience de notre outil de production et de notre territoire. Donc ça c'est le premier verger qu'on a monté. On a dupliqué ce verger dans un pays dans le sud-ouest, où on est allé faire de la noisette sur la région de Marmande, où on a dupliqué exactement le même modèle pour être capable de le... Donc premier modèle, l'amande. Premier modèle, en Provence. amande, sol, voilà, Ouais. matière organique. On a dupliqué le même modèle sur la noisette. Voilà. Et pareil, on fait les mêmes constats, on observe la même chose. Voilà. Ça, c'était la phase 1 de notre modèle. Et bien évidemment, en fait, quand vous commencez à mettre la main dans l'agroécologie, en fait, vous bougez. En fait, comme à l'époque la bio, les premiers précurseurs de la bio, ils ont bougé au fur et à mesure qu'ils ont découvert, qu'ils ont mis en place des choses. Et donc, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Hervé Covès, l'association notamment Arbres et Paysages, qui m'a passionné et qui m'a convaincu notamment de commencer à intégrer l'arbre, tout simplement, au sein des parcelles des arbres. Donc, on a intégré les arbres guildes au milieu de nos parcelles. Les arbres guildes. Oui. Donc là, par exemple, vous avez un exemple sur la photo que vous voyez qui est à votre gauche, pour vous, du coup. La première photo, ça c'est quand on est arrivé. La deuxième, c'est un verger d'amandier au milieu d'un champ de céréales. Donc on a du colza et également de l'orge et du pois associé. Et bien évidemment, on ne voit pas encore les arbres guildes, mais en fait, ils sont alignés dans le rang. Donc on vient construire complètement un nouvel écosystème, avec là aussi un objectif qui va être de dire, je dynamise et j'apporte de la matière organique, et je commence également à ramener de l'arbre au milieu de l'arbre, pour venir anticiper les problématiques de température qu'on est en train de vivre. Dans ce pays du Marmandais, les premières plantations de noisetiers, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, la noisette est quand même peut-être pas endémique de cette région, mais en tout cas c'est un vrai lieu de production. J'ai pu constater des brûlures déjà l'été dernier sur les premières plantations de noisetiers. Ça nous laisse présager à très court terme des difficultés quant à notre capacité à continuer cette culture-là dans ce territoire, et d'où peut-être la nécessité, encore une fois, de réintégrer l'arbre. Je ne sais pas si on a besoin de rappeler tous les bienfaits de l'arbre, mais ils sont nombreux. Le dernier point qu'on a là aussi et qu'on est en train de finir aujourd'hui, c'est sur l'hydrologie régénérative. Donc là, on a construit un verger de 50 hectares dans cette belle région du Marmandais, où on associe les 2 premiers projets plus l'hydrologie régénérative à l'intérieur sur une culture de noix. En 4 termes, l'hydrologie régénérative, le premier objectif, ça va être de ralentir la circulation de l'eau dans le territoire. Le deuxième, ça va être de la répartir correctement sur les parcelles dans lesquelles vous allez cultiver, et même à côté, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas que là où vous cultivez finalement. Le troisième, ça peut être également finalement d'imaginer qu'on va infiltrer de manière systémique en fait l'eau, au lieu qu'elle reparte directement dans les ruisseaux, voire à la rivière, et qu'elle génère finalement de l'érosion et de la perte de sol, qui est encore un énorme problème sur nos exploitations agricoles. Et en fait, le quatrième, ça va être de la stocker en hiver, au printemps parfois quand il pleut comme maintenant, pour préparer les étés où on va peut-être avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas, sans eau, et donc on stocke cette eau.
Je le dis, je ne veux pas faire d'amalgame, ce ne sont pas des bassines que l'on remplit à partir d'un forage, on ne vide pas les nappes phréatiques. Voilà. Donc ça, c'est les 3 modèles qu'on a aujourd'hui. Donc on voit sur le schéma, il y a les parcelles autour et il y a 2 points d'eau et c'est ces 2 points d'eau où on récupère l'hiver et qu'on distribue le reste du temps. Exactement. Voilà. Et on voit les lignes de keyline qui sont plantées. Donc ça, c'est un peu technique, mais on peut rentrer dans le sujet plus tard, mais avec les gens qui le désireront. Donc là, l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est, 1, être capable à grande échelle de montrer ce qu'on est capable de faire. 2, de démontrer également, de les comparer, ces modèles. Et 3, de parler à plusieurs gens. Parce qu'en fait, en fonction de l'agriculteur qu'on est, en fonction de notre histoire, en fonction de ce qu'on a envie de faire, il y a des projets qui vont nous parler. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont être convaincus par l'hydrologie régénérative uniquement. Peut-être que d'autres, ça va être que sur le sol. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'on amène l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble de la filière, dans cette dynamique. Et donc ça, là aujourd'hui, c'est là où on en est. Alors, du coup, aussi, la question, c'est de dire, s'il n'y avait pas cet écosystème, en tout cas agroécologique, qui est mis en place, il serait plus difficile de produire, d'être économiquement rentable. Est-ce qu'on en vient à ça pour se dire que à cette échelle-là, il faut à un moment passer par là? Donc en plus du bio, parce que là, on est bien sûr sur des productions bio, mais il y a cet aspect aussi agroécologique qui doit arriver à un aspect de rentabilité économique. Alors, toutes les actions qu'on mène, la première vocation, effectivement, c'est de créer des territoires, je parle bien de territoires régénératifs. C'est un terme certes à la mode, mais qui porte son mot, où on va aller, comme on le disait, retenir de l'eau, ramener de la matière organique, être plus résistante à la chaleur. Donc forcément, ça ne peut que nous aider dans un futur pour concevoir et conserver, peut-être pas les mêmes niveaux de rendement, mais à minima des rendements et qui nous permettent de continuer à alimenter les territoires dans lesquels on se trouve. Le 4e qu'on est en train d'étudier, ça fait 1 an qu'on est dessus, donc on s'est associé avec un syndicat d'énergie qui s'appelle Avergy. On a le CIRAD, l'INRA, Solagro, on a créé un groupe de travail pour construire des systèmes agrivoltaïques sur des vergers de ce type-là, sur la noisette, qui avait tendance effectivement à brûler. Là aussi, le concept, c'est donc ça permet de protéger l'arbre. Alors l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir protéger l'arbre avec ça du soleil? Et la deuxième chose, c'est qu'on se dit, est-ce que finalement, la fonction de l'exploitation agricole n'est pas autre chose que de donner à manger à un territoire ou à des gens à l'extérieur? Et donc, dans le sud-ouest, une des problématiques qu'on rencontre, c'est la problématique de l'énergie. Donc localement, demain, comment on va faire pour trouver de l'énergie? Et nous, on dit, finalement, est-ce que ces fermes qu'on a, est-ce que les agriculteurs de demain, ce n'est pas les agriculteurs qui vont nous porter les tomates, les pêches, les amandes et je ne sais quoi encore? Est-ce que ce n'est pas eux aussi qui vont amener de l'énergie à l'échelle du territoire et bien d'autres choses? Voilà. Du coup, on pourra peut-être revenir sur le montage financier après. Je vais passer la parole à Bérengère Duchesne. Du coup, là aussi, on voit il y a du label bas carbone. Vous aussi, vous avez développé du coup d'autres labels, en plus du label bio, bien entendu, avec par exemple les acteurs du vivant. La question est de savoir aussi, est-ce que vous arrivez à le valoriser du coup sur le marché? Est-ce que vous arrivez à communiquer dessus? Est-ce que c'est un plus? Et est-ce qu'on... Voilà, ça serait intéressant d'avoir votre parcours sur ça. Pas de souci. Alors nous, l'idée, elle est née il y a à peu près une dizaine d'années, avec finalement un peu le même constat que Rémi, donc ça fait plaisir d'entendre un peu le même discours, même si on est, nous, basé sur un territoire différent, puisque la production est citricole et principalement basée en Espagne, mais également en hémisphère sud, mais avec, quoi qu'il en soit, les mêmes problématiques. Et du coup, on s'est intéressé au même sujet et de fil en aiguille, effectivement, on en est venu à développer notre label agroécologique qui s'articule autour de 4 grands piliers. Et finalement, je retrouve un peu les mêmes idées et un peu la même approche que celle qui vient d'être présentée. Donc c'est le côté intéressant et on se rejoint même si on n'est pas sur les mêmes terroirs et les mêmes types de production. Donc les 4 piliers sont principalement l'intelligence collective qui s'articule autour de la capacité en fait des agriculteurs à programmer les changements et à se réinventer et se renouveler. Vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui la question c'est la fin du mois ou la fin du monde. Nous on est convaincus que même si la problématique d'aujourd'hui c'est la fin du mois, celle de la fin du monde elle est toujours là. Et on ne peut pas se réinventer en 3 jours et il faut la prévoir dès aujourd'hui et l'envisager dès aujourd'hui.
Le deuxième pilier, donc, c'est l'optimisation des écosystèmes. Donc après, là, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'ensemble des piliers, mais l'idée, en fait, c'est de viser à restaurer, en fait, l'intégrité de l'environnement, aussi bien au niveau du sol qu'au niveau de l'air, et de favoriser les interactions pour retourner effectivement sur des sols vivants et une production vivante. Le quatrième pilier, c'est le pilier orienté sur la conduite des cultures agroécologiques. Donc là, on est vraiment sur l'aspect santé de la production, en mesurant effectivement différents types d'indicateurs qui permettent de vérifier effectivement la qualité des sols, des arbres et in fine des produits qu'on va commercialiser. Et le quatrième pilier, c'est l'efficacité technico-économique et énergétique. Donc là, c'est les problématiques que tout le monde connaît aujourd'hui avec l'importance effectivement d'être rentable, de pouvoir vivre de son métier et de sa production, et également d'aller vers des leviers effectivement qui visent à pouvoir être autosuffisant au niveau de sa production. Et alors ce label, les acteurs du vivant, il est disponible, il est visible par le consommateur, par le distributeur? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a tout un système de communication autour de ce label. Aujourd'hui, effectivement, dans les magasins, on peut retrouver des produits avec ce label, les acteurs du vivant. Et aujourd'hui, donc nous, on est plutôt orienté grande distribution. Donc c'est un discours aujourd'hui en B2B qui parle forcément énormément à la grande distribution, parce que eux, ils sont conscients effectivement des évolutions qui sont en train de se faire et qui sont nécessaires à l'évolution de la consommation. Malgré tout, effectivement, aujourd'hui, la grande distribution est obligée d'écouter son consommateur. Aujourd'hui, c'est pas ce que le consommateur attend. Et aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs indirectement cité tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une multitude de labels qui existent en grande distribution, et le consommateur peut à un moment donné être perdu. Et c'est parfois compliqué de faire arriver la communication et ce qu'il y a derrière une démarche au consommateur final pour qu'il sache exactement ce qu'il achète. Donc on a des équipes en interne qui travaillent sur le sujet, on a un site internet qui explique effectivement tous ces éléments-là. On a également fait le choix de faire labelliser notre démarche par un organisme externe, et pour apporter effectivement une valeur ajoutée au projet, parce que c'est un projet, encore une fois, de grande envergure, et on ne décide pas du jour au lendemain effectivement de s'engager. Quand on s'engage, c'est pour plusieurs années, et on est conscient que les changements de demain doivent s'opérer dès aujourd'hui, quoi. Après, il faut espérer que le consommateur s'y retrouve, hein, c'est encore ça, il faut Absolument. de la sensibilisation. Absolument. On voit qu'il y a des campagnes de communication sur la bio déjà, hein, pour recadrer ce qu'est la bio, ce qu'est la production en bio. Je me tourne aussi vers Julien Cété en disant, voilà, et puis après avec Christian, comment est-ce que vous voyez, enfin, voilà, cette arrivée de nouveaux labels ou quoi, enfin en tout cas de nouvelles ambitions? Est-ce que c'est aussi, vous êtes poussé vers ces démarches-là, ou vous continuez sur justement communiquer sur le bio, ce qu'est le bio, le produit bio en premier? Alors nous, on ne fait que du bio, donc on communique à nos clients ce que c'est que le bio forcément, mais c'est vrai que tous ces labels HVE, zéro résidu, ça nous a fait un peu de mal quand même. Ils ont fortement communiqué là-dessus. Les grosses coopératives qui ont voulu mettre ça en place ont réussi à bien le défendre, et ça nous a fait un peu de mal là, ces derniers temps. Nous après, on continue expliquer à nos clients qu'on ne veut pas de serre chauffée, qu'on ne veut pas de... On fait attention à la planète dans la façon dans laquelle on produit, quoi. Peut-être profiter pour présenter justement votre activité et votre exploitation. Je rappelle que vous êtes sur du légume de plein champ. C'est ça. En Bretagne. Ouais, alors nous on est une famille de producteurs, on est 3 frères. On est basé en Bretagne à Saint-Paul-de-Léon. On a 150 hectares de plein champ et 8 hectares et demi de serre. On produit à peu près une cinquantaine de légumes, tout en bio depuis 96. C'est nos parents qui avaient converti la ferme à l'époque. Ils sont rentrés dans une coopérative à l'époque qui s'appelait Prince de Bretagne, que l'on a quitté ensuite pour créer notre propre société de commercialisation pour vendre partout en France et en Europe. Et votre clientèle, c'est à la fois les réseaux traditionnels, mais aussi la vente directe. Vous arrivez à jongler avec les deux. On a de la vente directe à la ferme, ouais. Oui. Donc, ça représente un petit demi% peut-être de notre chiffre, même pas, je pense. Aujourd'hui, on fait à peu près 6000 tonnes
mais on livre directement des magasins en direct, ou de la grande distribution, ou même des grossistes à l'étranger. C'est vrai qu'on a un panel de clients qui est très très diversifié. Ouais. À l'étranger, c'est l'Europe, C'est l'Europe et du coup l'Angleterre qui est. Ouais. Un peu- Ben, c'est un peu l'Europe. en dehors, mais C'est ça pas reste l'Union l'Europe, ouais, européenne, mais ça l'Europe. reste l'Europe. Mais On ça reste exporte l'Europe. du coup. Voilà. Et quand vous dites on livre en direct, c'est-à-dire que vous avez votre... On a nos propres commerciaux du Ouais. coup qui sont en lien avec nos fermes. Du coup, on a nos équipes dans les serres et dans les champs. On nous appelle le matin pour passer une commande. Nous, on met en lien avec nos équipes pour qu'ils récoltent. On nous appelle le matin, on récolte le matin. Début d'après-midi, on fait le picking, on prépare la commande. Ça part l'après-midi et ça arrive le lendemain sur l'étal des magasins. Ouais. On joue sur l'aspect vraiment fraîcheur, quoi. Et donc vous disiez tout à l'heure que vous sentiez un petit redémarrage de la demande. Comment vous vous êtes adapté à cette tension sur la production et la consommation bio, et comment vous arrivez à constater cette amélioration? On a dû, alors il y a une partie pendant un moment qu'on a dû déclasser sur le marché du conventionnel. Après, petit à petit, on a réussi à trouver d'autres alternatives comme les magasins anti-gaspi, les choses comme ça, qui permet, une fois que le légume était un peu passé, allait passer par ce système de réseau. Donc ça nous a beaucoup aidé, l'industrie aussi. Et là, on sent quand même vraiment il y a une tendance là depuis à peu près 6 mois où ça repart un petit peu, ouais. L'industrie, par exemple, sur quel produit? L'industrie, c'est tout ce qui est déclassé comme le panais, la carotte. D'accord. Ça va à des gens qui font du râpé, de la soupe, des compotes, enfin des petits pots pour bébé. Et là, il y a une demande. Il y a toujours une demande, ouais. D'accord. Et que vous arriviez à valoriser en bio? Oui, Oui. ouais, sur le marché du bio, ouais. Oui. Ouais. D'accord. Donc cette diversification, Christian Soler, peut-être vous en tant que producteur également, du coup on voit que vous avez au-delà du bio, vous êtes lancé dans l'agroforesterie aussi. Est-ce que du coup c'est une évolution nécessaire à la production du bio pour mieux produire, mieux valoriser? Est-ce que vous allez arriver à le retrouver du coup par rapport à vos coûts d'investissement et de vente sur le marché? Moi, c'est une approche. Moi, je suis en bio depuis 99, hein, donc j'ai évolué chaque fois dans la biodiversité pour essayer d'avoir un produit à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que je suis en biodynamique depuis 2012 et depuis 7-8 ans, j'emploie plus d'insecticides sur mon exploitation. Ce qui me permet d'avoir un produit... Insecticide bio. Bio, bien sûr. Voilà. Qui, dans ma culture à moi, n'avait pas une grande efficacité. Au contraire. Donc il a fallu trouver des outils mécaniques pour pouvoir amortir ce manque d'insecticides. Et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas expliquer tout le processus, il y en a pour des heures. Voilà. La biodiversité, pour moi, dans mon verger, me permet d'avoir un produit de qualité. Voilà. Et sans avoir besoin de plus de main-d'œuvre que d'habitude, ou ça demande un renfort C'est facile. J'ai supprimé les insecticides, j'ai supprimé les huiles blanches, l'argile, j'ai apporté des fèves, des bandes fleuries, des composites, le couchage de l'herbe, la relation entre l'arbre et l'humain, entre le légume et l'humain, l'humain et l'arbre. Voilà. Tout ça fait un équilibre dans le verger. Voilà. J'adore le papillon rose, le bleu. Voilà. Dans mon verger, c'est ce que je recherche. D'accord. Donc du coup, limiter les intrants en tout cas et la part que ça peut prendre sur une exploitation. Avec des débouchés bien sûr adaptés à mes produits, hein. Aussi bien dans l'industrie que dans la vente directe ou que dans la vente en gros. Le verger est presque autonome. Autonome. Non, il y a toujours les êtres élémentaires qui le surveillent. Il y a d'autres éléments aussi, alors au-delà de l'agronomie, je repasserai la parole à Rémi Frissan aussi. Sur le montage, vous avez parlé qu'on ne peut plus concevoir peut-être, en tout cas dans certaines circonstances, une exploitation avec un producteur, une exploitation. Ce qui est intéressant aussi, c'est un montage aussi que vous avez fait pour réaliser cela via différents montages financiers, des investisseurs, du financement participatif. Je crois que vous aviez... on peut passer peut-être la présentation pour ça aussi. Si on peut mettre la présentation. Ouais, la présentation.
Donc, Voilà. du coup, les gens ne la voient pas. Si on peut la mettre là-haut, peut-être ou pas? Je sais pas. Voilà, super. Oui, donc comme je vous disais, le constat, c'est que j'ai pas osé reprendre la ferme familiale, tout seul en tout cas. Donc j'ai laissé la ferme familiale à ma mère et elle a reloué à un agriculteur du territoire. Et puis moi, je me suis exilé dans un autre territoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est appuyé sur un projet qui avait déjà fonctionné en Amérique du Sud, où en fait des citoyens avaient financé la création d'une ferme agroécologique au Pérou, en cacaoyer. Donc on s'est inspiré de cette action qu'on avait menée auparavant, en tout cas que mon associé avait menée auparavant, pour effectivement faire la même chose en France et essayer de concevoir finalement une autre façon d'être agriculteur, pas forcément en étant propriétaire du territoire à vie, pas forcément en étant propriétaire de tout, mais juste en étant propriétaire de parts et de partager ces lieux avec, dans notre cas, aujourd'hui, c'est 800 citoyens qui sont rentrés au capital de la société et qui nous ont apporté plus de 600 000 euros pour démarrer l'activité. Donc quand vous démarrez une activité avec 800 citoyens, de l'argent pour démarrer, forcément déjà, vous n'êtes pas tout seul dans votre champ en train de vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait ou si j'ai pas bien fait? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis finalement d'aller également nous adresser à des fonds d'investissement, mais pas traditionnels, des fonds d'investissement qui sont en fait de l'épargne salariale. Et donc, au sein du groupe du fonds d'investissement Amundi, on a une poche d'investissement qui permet effectivement à de nombreux citoyens français d'investir chez eux et cette poche va venir investir chez nous directement. Donc là aussi, on a Amundi qui est rentré et on a un autre groupe qui est un petit peu moins connu, c'est France Active, qui fait exactement la même chose et qui a décidé de nous rejoindre au niveau du capital. On est allé également chercher, parce qu'on est des constructeurs de filière, un distributeur. Donc le distributeur qui a souhaité rentrer chez nous, c'est AgroSourcing. AgroSourcing, son fondateur, c'est un ingénieur agro qui, depuis 20 ans, prend de l'agroécologie au sein de l'ensemble de ses filières et qui a décidé de venir avec nous dans cette aventure, de prendre part à cette aventure et de nous accompagner notamment dans la distribution, ce qui est assez extraordinaire pour nous, puisque finalement, ça nous met un pied en permanence dans le commerce, parce que, comme vous l'avez compris, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait finalement presque de commerce, finalement. Donc on est un peu loin du marché aujourd'hui, même si on commence à y revenir. Enfin, on est allé chercher des fondations, et donc ce sont la fondation Carasso et la fondation Anyama qui nous ont également rejoints. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'euros levés qui sont rentrés au capital de cette société pour développer 180 hectares dans 4 territoires, 4 modèles, 3 types de variétés, enfin d'espèces même, je devrais dire. Et c'est quelque chose qui nous semble assez puissant dans les temps qui courent, parce que souvent les agriculteurs ont de la difficulté à trouver de la trésorerie, souvent on a du mal à franchir le pas. Ça donne énormément de puissance. Et on pourrait faire le lien aujourd'hui avec un autre projet citoyen qui fonctionne très bien dans notre commerce. C'est Qui le patron, qui a une démarche justement avec des citoyens qui vont chercher des agriculteurs et qui vont valoriser les produits à une certaine valeur. Et là, on a recréé finalement un lien entre un consommateur, un agriculteur, des territoires et au final un citoyen, un consommateur. Donc, la boucle est bouclée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir... On va l'amener encore plus loin aujourd'hui et on espère pouvoir dupliquer ça encore et encore. Donc là, pour l'instant, vous avez donc les 180 hectares que vous avez achetés ou loués. Il y a du personnel, j'imagine, Il y a du un personnel, peu partout. oui. Il appelle des plants, des arbres à planter, des plants. Ah ben ils sont déjà plantés. Ils sont déjà plantés. Oui, mais il a fallu les acheter, on ne les a pas donnés. Ah bien évidemment, Voilà. il a fallu tout financer de l'achat des terres au Donc, salaire. Et tout ça, vous l'avez fait avec le montage que avec vous venez... le montage, voilà. D'accord. Et c'est un montage qu'on a fait également en parallèle donc, en Amérique du Sud, donc je vous disais sur le cacaoyer, mais qu'on a ramené en France et qu'on pense qu'il y a des choses à développer sur ces nouveaux modèles agricoles. Une des caractéristiques quand même, c'est que
fondamentalement, quand vous expliquez à votre famille agricole que finalement vous n'êtes pas propriétaire des terres dans lesquelles vous vous trouvez, c'est pas évident en fait. C'est pas forcément évident à comprendre. Je pense que si on pose la question à Christian, je ne sais pas comment il va trouver ça intéressant ou pas, mais en tout cas, moi je dis juste, en tant qu'homme de 40 ans, aujourd'hui, entre guillemets, agriculteur, je suis heureux de pouvoir m'investir pendant un temps indéfini et peut-être pouvoir demain changer de vie et donner cette activité à une autre personne. Et c'est peut-être ça finalement l'avenir de notre agriculture. Je ne sais pas. Voilà. Ah, il y aura peut-être plusieurs types d'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que sur 4 participants à notre débat, il y a 4 types de structures. Vous, donc, c'est une exploitation familiale reprise avec vos frères, donc c'est un GAEC ou une forme sociétale. On a plusieurs sociétés, ouais, oui. on a des CRL, ERL. Oui, voilà. Oui. Mais modèle familial. Modèle familial, ouais. Alors voilà. du coup, moi j'ai mes 2 frères qui s'occupent plus de la partie plein champ, qui ont repris un en 2008 et l'autre en 2020. Et moi je me suis installé en 2010 à m'occuper plus de la partie serre. Ouais. D'accord. Je voulais pas travailler dehors, en Bretagne il pleut tellement que j'en ai marre. Les frangins dehors et puis C'est moi ça. à l'abri. C'est ça. Bérengère, vous, c'est plutôt une société commerciale qui a des partenaires producteurs ou en Espagne ou en Afrique du Sud, c'est ça? Alors oui, mais par contre, on appartient à un groupe Oui. familial qui sont producteurs effectivement directement. En fait, on est la filiale française du groupe espagnol. Et donc, on a effectivement en propre de la surface agricole en Espagne et en hémisphère sud. Et vous commercialisez que la production de cette Non, entreprise? pas que, mais vous allez la chercher essentiellement, et donc, ouais. essentiellement celle production interne, elle n'est pas suffisante, donc on va en chercher Voilà. effectivement ailleurs. Mais après, effectivement, le rayonnement du groupe est à l'international également. Et vous, Christian, vous, c'est... Moi, c'est une exploitation familiale. Voilà. Ça s'appelle l'ERL, la Mésange Bleue. Hein, c'est important. Hein. Donc, je suis en fermage, je suis 60% de l'exploitation. Je loue des terres à des personnes. Et je travaille avec mes enfants, ma femme, ma belle-sœur et mon neveu. Voilà. Sur 37 hectares à peu près. D'accord. Voilà. Donc, quatre types d'exploitation, mais 4 fonctionnements différents, mais tous vers le même but qui est d'abord de rémunérer peut-être le producteur et l'agriculteur. Rémi, finalement, vous avez présenté votre modèle. Le bio, c'est la cerise sur le gâteau, parce que tout ce que vous nous avez présenté, ça peut être fait finalement en conventionnel, ou j'exagère, hein? Non, le bio, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le début de l'histoire. D'accord. Non, je viens d'une famille moi, de bio depuis historique, entre guillemets, de 86 en bio. Finalement, pour moi, c'est une base de travail et sur laquelle on vient rajouter des choses en plus. Mais j'invite tous les agriculteurs, bio et non bio, à mettre en place des pratiques agroécologiques. Non, on va peut-être demander si déjà il y a, avant de conclure, on a un peu de temps. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Il n'y a personne qui... Ah, un transpyrénéen. Oui, bonjour, Pierre Escodo, oui, rédacteur en chef de Fructidor maintenant. Une question pour AMC. Quelle est la part du bio aujourd'hui et autres agroécologie certifiée en biodynamique au groupe AMC? Alors, moi, je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres groupe parce que moi, je dépends de la filiale française. Par contre, au niveau de la filiale française, je peux vous dire qu'on est entre 20 et 30% de la part du chiffre d'affaires en bio. D'autres besoins? Oui, ici. Ah, non, mais allez-y. Oui, allez-y au fond et puis vous reviendrez devant, pas de souci. Une question, Amundi intervient dans votre démarche. Quelles sont leurs exigences financières d'un groupe de fonds de gestion comme Amundi pour participer dans votre structure? Les exigences financières, vous avez demandé? Ça, c'est, entre guillemets, ça restera entre eux et nous. Ça ne sortira pas d'ici. Ça ne sortira pas. Non, mais je pense que c'est comme toute négociation. Non, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais le rappeler peut-être, c'est bien de l'épargne salariale. Et donc l'attente est moins forte que sur d'autres types de finances.
Et finalement, c'est ce dont on a besoin, surtout sur un modèle agricole comme le nôtre, où on a démarré de zéro et où on a planté, et où pendant 4 ans, finalement, on a dû attendre les premières récoltes. Donc effectivement, on a une exigence qui est peut-être pas là, on ne sait pas qui est peut-être pas, qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir sur d'autres. Il y avait une question devant, là, s'il vous plaît. Ici. Il me semble que les ventes organiques, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, sont étroitement liées aux moyens des consommateurs. Donc l'inflation a eu un grand effet, en Angleterre aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau marketing pour améliorer les ventes en avenir pour pouvoir être plus fort au face des fluctuations économiques? Christian Solaire, peut-être, et puis après, allez-y, commencez. Aujourd'hui, il faut mettre en avant le bio. Hein. C'est grâce à de la communication, tout un tas de critères qui permettent aux consommateurs de retrouver le bon sens du bio. Et c'est pour ça qu'il y a des campagnes de communication qui sont en train de se faire. La région Occitanie, aujourd'hui, on a mis en place un budget important, aidé par la région, l'interprofession, pour pouvoir rappeler aux consommateurs bio que le bio existe et qu'il est proche de chez lui. Voilà. C'est déjà une phase à faire. Et est-ce que vous pensez que l'introduction des autres labels comme Zéro Résidu a en fait diminué les ventes de bio? Les autres labels, ils essayent aussi de se sortir de leur... Ils veulent le vendre, donc ils essayent de... C'est le bio qui doit lui-même trouver des solutions pour se faire entendre et se faire comprendre du consommateur. C'est ça qui est important. Il ne faut pas dénigrer les autres labels. Ils font, eux, leur travail. C'est le bio qui doit faire le sien. Julien Seité, vous disiez que vous aviez un 0,5% en vente directe, mais ça permet d'avoir un contact direct, je me répète, avec le consommateur. Comment voyez-vous comment le bio est perçu par le consommateur? Alors nous, on a eu la chance, au niveau de la vente à la ferme, on est plutôt bien situé. Et on n'a pas senti cette période de régression pendant 2 ans. Là. On a continué à avoir de plus en plus de monde. Donc nos clients, ils reviennent toujours plus nombreux, donc on ne sait pas... Je vais poser une question, ouais. je te donne. Ils viennent parce que c'est à côté ou parce que c'est bio? Ou Alors, les deux, moi, en général? Alors les deux... Après, on fait beaucoup de sponsoring par chez nous. On explique. On commence à être assez connu. Vous avez un budget région, communication, voilà. quand même. Du coup, on explique ce qu'on fait. Après, le bouche à oreille, ça fonctionne beaucoup. On est en direct. On produit déjà une très large gamme de légumes, donc on n'a pas besoin d'aller acheter un produit à un grossiste qui va être plus cher du coup dans notre magasin. Donc forcément, l'impact prix joue beaucoup quand même. Non, alors oui, on parlait des campagnes de communication. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément les mêmes montants qui sont mis. Les labels privés ont beaucoup plus de moyens, on le sent. Il n'y a pas eu assez de communication sur ce qu'est un produit bio, comment produire bio, je l'ai dit tout à l'heure. Les autres labels ont fait du mal, ça c'est sûr. Ce qu'il faut aussi communiquer, c'est sur le prix, où avant on avait des gros différentiels de prix entre le bio et le conventionnel. C'est plus le cas, ou même parfois on voit même des produits, on en parlait tout à l'heure dans les allées, entre le même produit bio se retrouve moins cher dans une boutique, chez les boutiques spécialisées en bio, qu'en supermarché en conventionnel. Donc voilà, il y a aussi ce moyen aussi de rappeler que finalement ce différentiel est de moins en moins important, et ça, pour ça, il n'y a peut-être pas assez de communication aussi sur ça. Il est disponible et il est plus abordable. Alors moi je vais rajouter quelque chose à ça. Ce week-end je suis allé chez une copine qui n'a pas un très gros salaire et qui généralement on pourrait croire que c'est une personne qui ne pourrait pas manger bio. Elle fait ses courses sur le drive et du coup là il y a les prix au kilo qui sont affichés du conventionnel et du bio, ils sont tous les uns à côté des autres. Et elle dit du coup mais moi je mange bio parce que souvent le bio il est soit moins cher, soit des fois au même prix ou même 10 ou 20 centimes de plus du kilo. Et elle dit mais là on est d'accord de le payer, c'est 10-20 centimes de plus. Et en fait, c'est toutes ces choses-là. Il faut en fait remontrer au consommateur que le bio, finalement, il n'est pas 3 fois plus cher que le conventionnel. Il faut bien essayer de le mettre côte à côte et de pouvoir comparer. Laisser au consommateur, en fait,
la réflexion de pouvoir voir les prix du bio et du conventionnel en même temps, quoi. Surtout quand on parle des produits bruts. Surtout sur les produits bruts où il n'y a pas cette différentiel. Sur les produits transformés, il peut. Mais en tout cas, en fruits et légumes, on est là au Medfel, on parle beaucoup des fruits et légumes, mais en tout cas, sur les fruits et légumes bio, ce différentiel est moindre. Merci. Est-ce qu'il y a... Non, vous voulez ajouter quelque chose? Allez, Rémi. Bah, si. Juste un petit point. Moi, j'avoue que je suis assez déçu par la distribution bio aujourd'hui. Je trouve qu'elle a été hyper innovante pendant 20 ans. Elle a su se démarquer, elle a su mettre en avant la valeur nutritive des produits, la biodiversité, la protection des sols, la protection de l'eau. Et je crois qu'elle s'est trompée de combat. À partir du moment où elle a voulu commencer à mettre des surimi bio dans les magasins, et à partir du moment où elle a voulu également essayer de se battre sur le prix. Le résultat de notre modèle économique où on travaille que sur le prix impacte directement la dégradation de nos territoires. C'est clair, net et précis. Donc si on ne se bat que sur ça, si on n'est pas capable, à un moment donné, de valoriser le produit, de proposer autre chose qu'un produit transformé qui va coûter cher et qui ne va jamais rémunérer le producteur, ben finalement, on va continuer, à mon sens, à dégrader nos territoires et dégrader la situation de nos agriculteurs. Merci. Est-ce que... Pas de regrets? Si, allez-y, c'est bon. Oui, bonjour, Clément Aubert du CTIFL. Vos témoignages en attestent. À la Mons, la filière se réinvente, mais je rejoins Monsieur Frissan. Au niveau de la distribution, il y a cet effet prix, mais peut-être qu'il y a des techniques marchandes aussi à revoir pour donner du plaisir aussi au consommateur quand il achète un produit bio. Quand on voit la place qui lui est accordée en grande distribution, les étals ne font pas forcément rêver. Et chez les spécialistes bio, c'est la même chose, quoi. Le produit est pas bien mis en valeur. Les techniques marchandes sont souvent d'une qualité moindre. Ok. Ah, j'ai une question devant. Très bien. Mademoiselle, ici, là, s'il vous plaît. Juste pour avoir bien compris, pour Rémi, vous avez votre production, enfin vous n'avez pas de production encore. Les arbres, ils sont encore en train de produire. Vous avez quand même... On est rentré en production l'an dernier en fait. D'accord. Puisqu'en fait la société est construite en 2019 et donc il faut un temps. En amande? En amande, noisettes. Noisettes. Et les noix pas encore? Les noix, elles ont été plantées cette année. Ah oui, on attend un peu. On attend un peu. Mais vous avez déjà des visions sur comment ça se commercialise et la plus-value de votre système? Aujourd'hui, on distribue 100% de notre production parce que les volumes restent entre guillemets limités via notre associé partenaire AgroSourcing, via la marque Pépite notamment, dans les magasins DSB. Magasins spécialisés, pardon. Donc c'est en produits, en fruits secs? Oui, c'est du fruit sec. Ouais. Ouais. Et j'en avais une autre pour Bérangère. Du coup, sur les 20 à 30% de production bio, si j'ai bien compris, ça. Donc c'est à la fois en Espagne et en Amérique du Sud, c'est ça, le sourcing? Oui, on est présent en production effectivement en Espagne, alors majoritairement en Espagne et également en Amérique du Sud. D'accord. Et ce label agriculteur du vivant, c'est ça? Oui. Il est pour tous les producteurs bio ou c'est qu'une partie? Le label, c'est les acteurs du vivant et effectivement, le bio, ça peut être ou le début ou la fin, c'est-à-dire que le label peut être ouvert aussi D'accord, c'est pas forcément bio. Je veux dire, ce label n'est pas forcément bio systématiquement. La démarche, effectivement, n'est pas fermée à la production conventionnelle, puisque, in fine, l'un des enjeux, justement, c'est la réduction des intrants. Aujourd'hui, pour devenir producteur en bio, il y a une période de conversion de 3 ans. Et finalement, dans notre démarche, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un producteur qui ne serait pas forcément convaincu par le bio, mais qui est convaincu effectivement qu'il faut diminuer les intrants. Quand je dis les intrants, ça peut être du phytosanitaire, mais ça peut être aussi optimiser les consommations en eau avec des techniques, avec des moyens particuliers. Et bien effectivement, la démarche est ouverte avec des critères effectivement pour rentrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des critères d'acceptabilité du producteur pour rentrer dans la démarche. Mais la clé d'entrée est effectivement le bio, mais ça peut être aussi le point final de la démarche, c'est-à-dire qu'in fine, le producteur peut aller vers la certification bio. Et juste pour terminer,
Justement, par rapport à ce que disait Dany sur la confusion des consommateurs, est-ce que c'est une vraie plus-value pour la bio d'avoir ça en plus? Est-ce que vous l'avez remarqué dans les ventes en grande distribution? Ou est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce que c'est pas quelque chose de plus... Enfin, comme on le dit, il faut vraiment d'abord recommuniquer sur la bio déjà en tant que telle. Donc, rajouter une couche, est-ce que c'est... La plus-value initiale, elle est d'abord pour la production. Puisque effectivement l'intérêt, c'est, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est aussi que d'être dans une démarche gagnant-gagnant. Et le label aujourd'hui n'est pas forcément très très connu du consommateur. Le label bio aujourd'hui parle de lui-même, mais l'idée de départ du label LADV, c'était effectivement d'essayer d'aller plus loin sur les moyens et sur les résultats. Aujourd'hui, la démarche agriculture biologique, c'est une démarche, c'est un engagement sur les moyens, pas forcément sur le résultat. Et aujourd'hui, la démarche LADV, in fine, elle a pour objectif de mesurer certains indicateurs qui permettent effectivement d'attester qu'on aide et qu'on contribue à l'amélioration des pratiques culturales et in fine qu'on agit sur le climat et sur la captation du carbone, sur plein de facteurs effectivement qui sont aujourd'hui mesurables et quantifiables. Par rapport à vos clients, ça leur a pas donné envie de vous acheter plus de produits? C'est ça un peu ma question. Si, ça les a convaincus effectivement qu'on était le partenaire idéal, en tout cas dans la gamme de produits que l'on propose sur cette démarche-là. Alors après, avec le choix de communiquer dessus ou pas, ça après effectivement, il en revient aux distributeurs de communiquer sur la démarche ou pas. Mais après, effectivement, eux ont la connaissance des moyens qui sont mis en œuvre en interne par l'entreprise et par la production. Bien, écoutez, on va pouvoir terminer cette belle première journée. Merci à tous nos participants. Restez un petit peu encore à la tribune. Rendez-vous demain matin. Alors, premier débat, 10h sur l'intelligence artificielle. 11h avec ma consoeur Florence Rabu. À 11h, je vous retrouve moi pour les prévisions melon. 14h30 avec Thomas Scaraté, notre deuxième grand témoin sur la politique agricole en fruits et légumes. Et le dernier débat sera avec Florence à 16h face au changement climatique. Quelle diversification possible? Bonne soirée et à demain.